bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette autre production de votre magazine hebdomadaire des sports sur les antennes de la télévision qui monte et qui monte toujours. Nous sommes donc repartis ce jour pour le compte de 90 minutes de pur bonheur sportif. Nous allons essayer d'épiloguer sur les différentes actualités qui font donc les choux gras de la presse depuis quelques jours simplement. Nous allons tout simplement épiloguer sur l'Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football qui a eu lieu il y a 24 heures seulement du côté du Caire en Égypte, et nous reviendrons tout simplement sur le plan national avec quelques actualités qui défient la chronique également, sans oublier la liste des joueurs convoqués par le sélectionneur national Marc Brice il y a quelques heures seulement du côté de la Fédération camerounaise de football. C'était pour le compte des 5e et 6e journées de la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis qui aura lieu l'année prochaine. Tout de suite et maintenant, prenons le sommaire de cette édition. Au sommaire de cette édition d'Affiche Sport du 13 mars 2025, Samuel Eto'o intègre le comité exécutif de la Confédération africaine de football. C'est au cours du 14e Assemblée générale extraordinaire de la CAF, tenue le 12 mars au Caire, en Égypte. Les détails, c'est dans cette édition. Éliminatoire du mondial de la FIFA États-Unis-Mexique, Canada 2026, le technicien belge, chef de l'encadrement technique des Lions indomptables, Marc Brice, dévoile la liste des joueurs convoqués pour les 5e et 6e journées de cette campagne. C'est au cours d'une conférence de presse donnée ce jeudi au siège de la FECAFOOT. L'intégralité de cette liste, c'est dans cette édition. Puis chez les dames, les Lions indomptables U17 vont à l'assaut de leur homologue éthiopienne dans 48 heures dans le cadre de la manche retour du deuxième tour des éliminatoires du mondial de leur catégorie. Après leur brillante prestation réalisée au stade d'Olembe le 8 mars dernier, le déroulé c'est dans ce programme d'Affiche Sport. Thomas Daquin, à vous la suite. Merci à toi Angela pour cette affiche, pour le sommaire de cette édition. Nous revenons donc dans ce studio pour prendre tout de suite le round-up parce que il est question pour nous ici d'informer les téléspectateurs qui nous suivent à chaque fois que nous prenons l'antenne pour parler sport, ici même à Info Télévision, avant donc de dérouler le tapis rouge à nos différents invités qui sont d'ores et déjà installés dans ce studio. Permettez-moi, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, de prendre le round-up de l'actualité sportive de ce jour. Démarrons ce tour de l'actualité sportive avec les échos de la 14e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football qui s'est tenue au Caire en Égypte hier. Au cours de celle-ci, il était question de renouveler l'exécutif de cet organe régulateur du football continental. Et comme fait majeur, l'entrée au comité exécutif de la CAF de Samuel Eto'o fils, président de la Fédération camerounaise de football. Notons que cette institution reste dirigée par le Sud-Africain, le docteur Patrice Motsepe. Restons en football pour parler cette fois-ci de la campagne éliminatoire de la Coupe du Monde de la FIFA. Jour J-6 pour la reprise de service des Lions indomptables pour le compte des 5e et 6e journées de cette phase. Le technicien belge Sepoulan affronte respectivement les Swatini et la Libye. Rendez-vous les 19 et 21 mars 2025. En championnat national MTN Elite One, les rideaux de la phase allée de la MTN Elite One saison 2024-2025 sont tombés il y a quelques jours. Le bilan est de 120 matchs disputés pour un total de 248 buts inscrits, soit une moyenne de 2,06 buts par match. Si certaines formations confirment leur bonne santé au cours de cette première moitié de compétition, d'autres par contre ne se sont pas retrouvées et peinent à imprimer
confirmé leur marque. La colombe sportive du Jay Lobo au firmament avait 37 points et termine avec le titre de champion honorifique de la phase allée devant Gazelle Football, association de Garoua, qui joue les premiers rôles depuis l'entame de cette compétition au détriment de certains clubs dits mythiques tels que Coton Sport de Garoua, le Canon Sportif de Yaoundé, Bamboutos Club de Mbouda, qui sont tous dans les profondeurs du classement. Le match le plus prolifique de cette première partie du championnat est la rencontre Union Sportive de Douala contre les Astres de la même ville. Une rencontre qui se solde sur un score de 4 buts contre 3 au bénéfice des Verts et Blancs des Nassara Kamakaye. Le représentant du Sud détient la palme de la meilleure attaque avec 30 buts inscrits, soit en moyenne 2 buts par rencontre. La plus mauvaise défense est celle du Yon Sport Academy avec 27 buts concédés pour 8 seulement inscrits. La meilleure équipe à l'extérieur est Gazelle FA de Garoua qui prend 17 points sur les 21 possibles. Les Lions indomptables U17 du technicien camerounais Joseph Brian Doko s'apprêtent à aller affronter leurs homologues éthiopiennes pour le compte de la manche retour du deuxième éliminatoire du mondial de leur catégorie prévu au mois d'octobre 2025 au Maroc. Après la bonne prestation réalisée au stade d'Olembe le samedi 8 mars 2025, au cours de laquelle les plénipotentiaires camerounaises remportent la partie par 5 buts contre 2. La manche retour se dispute le 15 mars prochain en Éthiopie. Merci à la belle Claudie Ancha qui nous a servi le round-up de l'actualité sportive de ce soir. Ceci me donne l'opportunité d'accueillir nos panélistes qui sont déjà dans ce studio. Je commence à ma gauche avec Sa Majesté, un ancien international des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Ngandji. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas Daquin, bonsoir au panel et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Info TV. Merci déjà d'accepter notre invitation. Le plaisir est le mien. Lorsque je suis appelé et que j'ai du temps, je viens. Merci. Alors avec vous, nous allons commencer tout de suite sans plus attendre, puisque nous parlons des Lions il y a quelques instants. Les Lions qui sont également engagés dans la campagne éliminatoire du mondial de leur catégorie. Les Lions qui ont joué le 8 mars dernier, et ça peut donc aller boucler le travail pour le compte de ce deuxième tour. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites en tant que technicien de la chose sportive? Non, vous savez, ce que nous voulons, c'est la victoire. Et quand la victoire, elle est surtout arrachée par un esprit, parce que vous voyez ces filles, quand elles jouent, on continue à voir l'esprit lion. Moi, je dis, c'est une bonne chose, parce que c'est une culture pour le Cameroun. Et si cette culture est transposée à toutes nos catégories, je crois que c'est la meilleure des choses. Donc, je sais que là où elles sont en train de doper leur morale pour aller, je crois que c'est en Éthiopie, pour essayer de prendre ce match-là. Et je crois qu'elles ont la tête haute. Je crois que c'est un match qui pourrait être à l'avantage du Cameroun. Alors je me retourne vers le technicien. Lui, c'est un entraîneur de football. Alors Bertrand Maniébé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Thomas. Oui, je voudrais vous poser la question au pif comme ça. Quel est le discours qu'un technicien devrait tenir après une rencontre disputée comme celle qui a eu lieu le 8 mars dernier parlant des Lions U17? Oui, bon, écoutez Thomas, le discours est simple. Le match gagné est terminé. On se projette maintenant sur l'avenir et on doit rester concentré par rapport au match qu'on va discuter pour la prochaine fois. C'est tout, c'est simple. Rien n'est gagné d'office, il faut comprendre ça. Rien n'est gagné d'office. On a gagné le match passé. C'est tout comme pendant un match de football. Vous avez 2 manches. La première manche, lorsque vous allez à la mi-temps, vous dites à vos joueurs, la première manche est terminée. Trouvons les solutions pour la manche suivante. On essaie d'abord d'oublier la première et puis on se lance pour la deuxième. C'est comme ça. Le match terminé est terminé. Maintenant, on va pour le suivant.
Alors, on a bouclé donc la première manche, c'est-à-dire la manche allée, qui s'est soldée par l'écrasante victoire des nôtres sur le terrain de 5 buts contre 2. On l'a d'ailleurs suivi au cours du round-up tout à l'heure. Alors, vous allez garder la parole puisque vous êtes technicien. Nous sommes toujours en plein dans les préparatifs. Le technicien des Lions Indomptables, c'est-à-dire le chef de l'encadrement technique des Lions Indomptables, a également rendu public une liste des 25 joueurs aujourd'hui. C'était au cours d'une conférence de presse tenue du côté de l'instance fêtière du football camerounais. Alors, pour vous, quelle est la lecture que vous faites des appelés pour les 5e et 6e journées de la campagne éliminatoire du Mondial 2026 qui pointe à l'horizon? Bon, la lecture est telle que le coach seul, le sélectionneur seul qui il sait ce qu'il veut, il essaye de regarder les uns, après les autres. Vous allez voir qu'il y a plusieurs qui étaient là la dernière fois, qui sont sortis, il a fait appeler d'autres. Certainement, il est en train d'essayer de manière à ce qu'il puisse, le moment venu, avoir cette équipe, comme nous disons souvent, cette équipe type, qu'il n'ait plus à tergiverser le moment venu, parce que pour le moment, il est en train de jouer des éliminatoires. Et par rapport aux adversaires, il essaie d'appeler des joueurs pour essayer de voir qui est-ce qu'il peut mettre à tel ou tel poste, afin que, au moment M de la chose, que la mayonnaise puisse prendre. Donc, moi, je pense qu'il faut lui donner cette opportunité. D'ailleurs, elle lui est déjà donnée. Qu'il continue à essayer, parce qu'à tout moment, on découvre une nouvelle pépite qui tape à la porte des sélections nationales, de la sélection nationale de l'équipe Fagnon. On ne peut pas la laisser à l'extérieur. Que cette nouvelle pépite entre et qu'on voit qu'est-ce qu'elle peut présenter, de manière à ce que, au moment venu, au moment d'aller en compétition déjà au regroupement, qu'il soit à mesure de dire que, bien, j'ai vu tel sur le terrain, je peux l'appeler ou bien je ne peux pas l'appeler. Alors, je me retourne vers vous, Vincent Ongandi. On a quand même remarqué quelques absences de poids. Il est bien vrai, le coach a essayé d'expliquer il y a quelques instants. Jean-Charles Castelletto qui ne figure pas dans cette liste. On a Georges Kevin Koudou qui n'est pas également appelé. Fabrice Ondouam et Boris Eno, l'un des buteurs lors de la récente journée, lors du dernier regroupement des Lions Indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, il est question de former une équipe, former cette ossature qui va permettre à ce que les Lions Indomptables fassent à nouveau rêver. Pour vous, est-ce que c'est la solution idoine? Bon, déjà, vous avez suivi le coach tout à l'heure. Marc Brice est en train de prendre une équipe et il faut la construire. Il a trouvé des joueurs déjà mûrs, des joueurs qui ont l'habitude de jouer. Et Marc Brice a un noyau. Il a un noyau qui peut lui donner des résultats actuellement. Mais ce qu'il faut, c'est amener du sang neuf dans cette équipe pour que la relève puisse être assurée. Vous voyez, beaucoup disent que c'est un noyau vieillissant. Alors, il faut au fur et à mesure amener du sang neuf et voir qui est capable d'avoir sa place dans cette équipe dans le futur. Parce qu'il faut compléter maintenant certains postes au cas où certains ténors, si je peux le dire ainsi, de l'ossature actuelle sont un peu fatigués et qu'ils puissent partir. Et moi, je crois que c'est un travail. C'est un très bon travail parce que il est arrivé, la patate, elle est chaude là parce qu'il y a des matchs qualificatifs qu'il faut jouer et il faut les gagner. En même temps, il faut construire une équipe pour l'avenir. Donc, moi, je me dis, c'est une bonne politique. Les amener au fur et à mesure, ce qu'ils maîtrisent déjà, peut-être il les fait sortir et il fait venir de nouvelles pépites, comme le coach l'a dit tout de suite, pour essayer de voir s'ils peuvent, par rapport à ce qu'ils font dans leur club, s'ils peuvent s'insérer et nous donner le résultat dont on a besoin. Donc moi je crois que c'est une bonne affaire, qu'ils continuent juste à nous donner une équipe qui peut continuer à nous faire rêver. Ce que moi j'aime déjà dans cette équipe, c'est l'esprit. C'est l'esprit, c'est des gars, quand ils entrent au terrain, ils décident de ce qu'ils doivent faire et on voit qu'ils mouillent le maillot pour que nous puissions avoir des résultats. C'est le football. Il peut avoir qu'on manque peut-être le résultat, mais le plus important c'est de construire un groupe compact, un groupe de gars qui s'entendent et pour un très bon esprit. Et je crois que les jours à venir vont nous montrer qu'il a eu raison et qu'on peut encore commencer à glaner ces victoires d'antan.
Aujourd'hui donc, c'était le jour crucial, tant attendu pour des fans du football camerounais. C'était donc, tous les yeux étaient rivés du côté de la maison du football du Cameroun, c'est-à-dire dans le quartier Tchingam. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est déroulé au cours de cette conférence de presse avec la participation et le concours de Joseph Patrick Balam, qui était donc de ce côté-là, qui était nos yeux, nos oreilles du côté de la Fédération camerounaise de football. Il a signé ce reportage qui va nous permettre également d'avoir davantage d'amples idées de ce qui s'est déroulé du côté de Tchingam. Allons-y prendre, si tout est calé du côté de la régie, le reportage est signé Joseph Patrick Balam. 4 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 8 attaquants pour un total de 26 joueurs convoqués par Marc Brice, sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Ils affrontent les 19 et 25 mars prochains les Eswatini et la Libye pour le compte des 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Mexique, Canada, États-Unis 2026. 3 nouveaux joueurs font partie de l'effectif des quintuples champions d'Afrique, Dani Namasso, sociétaire du FC Porto au Portugal, et Nathan Goumou Mimpole, sociétaire de Mönchengladbach en Bundesliga le monde. 2 joueurs qui viennent de voir leur situation administrative réglée par la FIFA à la demande de la Fédération camerounaise de football. Outre ces 2 joueurs, on note également la présence pour la toute première fois de Willy Younoussa, milieu de terrain de Rodez en Ligue 2 française. Notons également que 3 joueurs font leur grand retour dans la tanière. Il s'agit du champion d'Afrique 2017, Joskim Dawa, 9 sélections et sociétaire du Steaua Bucarest en Roumanie. Davis Epassi, actuel gardien de but. 2. Carmiotisso, Polymidion FC en première division chypriote. Et Ignatius Ganago qui a quitté le FC Nantes en Ligue 1 française au mercato de janvier dernier pour rejoindre New England Revolution en MLS. Signalons qu'à côté de ces joueurs, plusieurs autres manquent à l'appel. Les Lorientais Darlene Gameni Yongwa et Arthur Avom Ebong, 2 joueurs dont l'équipe occupe les premiers rangs en Ligue 2 française. Jean-Charles Castelletto, l'un des atouts majeurs de la défense du FC Nantes en Ligue 1 française. Georges Kevin Koudou, 11 buts et 6 passes décisives cette saison avec Damak en Arabie Saoudite. Sans oublier Lionel Ateba, 10 buts, toutes compétitions confondues avec Simba Sport en Tanzanie et Leandre Tawamba, 7 buts et 4 passes décisives cette saison avec son club en Saudi Pro League. Précisons que le Cameroun se déplace à Nelspruit pour croiser le fer avec les Eswatini le 19 mars prochain avant de recevoir 6 jours plus tard la Libye au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Il est à noter que le stage des Lions indomptables débute ce 17 mars. Merci à Joseph Patrick Bala pour cette information. Il fallait tout simplement compléter cette information puisque aujourd'hui c'était un jour crucial pour le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun avec tout ce qui s'est dit tout autour de cette sélection. Il était question pour lui d'essayer de nous édifier et d'apporter plus d'amples informations en ce qui concerne les convoqués. Alors aujourd'hui, ceci me donne l'opportunité d'accueillir le dernier arrivé sur ce plateau. Je vais dire Patrick Fion. Patrick, vous êtes un observateur averti du football. Et nous avons assisté à cette conférence de presse qui nous permet également d'avoir une idée nette des joueurs qui vont pouvoir défendre les couleurs camerounaises lors des 5e et 6e journées de la campagne éliminatoire du Mondial 2026. La lecture que vous faites est laquelle aujourd'hui? Thomas Daquin, merci déjà de m'accueillir sur ce plateau et je tiens à m'excuser auprès des téléspectateurs qui, de par mon retard, c'est indépendant de ma volonté compte tenu des agendas surchargés et tout, et aussi des réalités de la mobilité dans la ville de Yaoundé. Je tiens à m'excuser et aussi auprès des copanélistes, je vois beaucoup de nez là, donc voilà. Maintenant, concernant le sujet, la liste de Marc Brice, l'indomptable. De prime abord, je vais dire que de manière générale, c'est l'ossature habituelle. Maintenant, le constat qui est fait, c'est la présence de beaucoup de défenseurs centraux dans cette liste-là. Je ne vais pas revenir sur ces noms-là, mais ils sont nombreux. Par contre, du côté gauche, là on retrouve Nontolo, il est pratiquement seul. Je me demande sur les 2 matchs à venir, si Nontolo a
a un bobo, un pépin physique, ou alors il reçoit un carton rouge, comment on fait? Pourquoi convoquer 4 gardiens et un seul latéral gauche? Là, je ne comprends pas ces choix-là. Maintenant, au niveau de la pointe, je me dis, c'est quand même surprenant au Cameroun. Quand un joueur est en forme, quand il est au top de sa forme, on l'a rarement convoqué. C'est au moment où il commence à prendre une coupe descendante qu'on le convoque. Je parle précisément d'Ignatius Ganago, qui se retrouve aujourd'hui en Amérique, à la Ligue des États-Unis, et qui n'a véritablement pas de temps de jeu, et qui, les performances, c'est pas ça, quoi. Il n'est pas convoqué. Il est convoqué à ce moment-ci. Par contre, quand il était en Nantes, on a cessé de le convoquer. Il faut se poser la question de savoir quelles sont les conditions réelles de convocation à l'équipe nationale. On peut penser à des choses qui ne sont pas, comme on va dire, catholiques. Mais bon, maintenant, nous avons là un groupe... je reviens sur les gardiens de but. Vraiment, nous en avons 4. Nous avons un gardien de but, l'aîné Ongandi, qui a fait ses preuves au Cameroun et tout. Nous avons 4 convoqués. On a un gars qui vient de Manchester United, Andro Nana. Et les 3 autres, vraiment, on passe là du professionnel. Et on a carrément, je vais le dire comme ça, on a 3 amateurs. Mais je me suis posé la question de savoir si le championnat camerounais n'avait pas de bons gardiens. J'oublie le nom. Il y a le garçon de la colonne de Sambelima. Il pouvait bénéficier d'une première convocation. Ils sont nombreux là. Bon, si nous avons un gardien de classe mondiale, de renommée mondiale, et 3 autres gardiens, je vais le dire comme ça, des débrouillards, autant mieux faire avec nos enfants du championnat camerounais. Mais simplement estime que le championnat camerounais n'a pas de niveau. Parce que selon quel niveau? C'est Ceux une qui question. sont convoqués là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je vais dire à l'époque, on convoquait les Rigobert Song, les Marc Vivien Foy, perd son âme. Le championnat, depuis combien d'années le Cameroun n'a plus gagné une coupe avec un club camerounais? Depuis combien d'années? Mais on convoquait Marc Vivien Foy, on convoquait Rigobert Song qui étaient des amateurs, Pierre Oumelen. Et c'est ça qui a construit l'ossature de notre équipe en 2000. Mais pourquoi ne pas repartir sur les mêmes bases? Le championnat peut être, entre guillemets, moribond, encore que c'est discutable. Mais on peut avoir de meilleurs éléments. Les Lionel Ateba sont partis du Cameroun. Aujourd'hui, ils sont en Coupe africaine. Ils brillent. Pourquoi ne pas convoquer Lionel Ateba, par exemple, qui brille en Coupe africaine, en Champions League, en Tanzanie? Pourquoi ne pas le faire? Il vient à peine de sortir, de quitter le championnat camerounais. Pourquoi nous avons le complexe de l'Occident? Pourquoi ne pas convoquer Julien Mankor, qui était meilleur joueur au Cameroun? Ce sont de bons éléments. Le dernier ballon d'or. Voilà. Même si le championnat, comme on dit, traîne la patte, ça n'empêche pas qu'il y ait des bons éléments. Avant, parle de quoi? Il faut Vazur Elite. Alors, aujourd'hui, il part de faux élite pour signer dans le championnat professionnel en France. Ce qui n'est pas le cas pour les autres là qu'on a convoqués et qui aujourd'hui se retrouvent dans les championnats exotiques. Pourquoi ne pas les convoquer? On vous a compris, hein. Permettez également. J'ai tellement à dire. On revient à vous tout à l'heure. Je vais prendre la parole de Sa Majesté. Hein. C'est un technicien, c'est quelqu'un qui a eu à flirter avec le haut niveau. Alors, la liste est déjà dévoilée. Nous avons là les joueurs convoqués par le coach, je vais dire le chef de l'encadrement technique des Lions Indomptables du Cameroun. Quelle est la grille de lecture que vous faites en tant qu'ancien Lion Indomptable? Oui, bon. Je salue d'abord le coup de gueule du petit frère.
c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser, c'est vrai quand même. 4 gardiens de but. Bon, le coach sait ce qu'il fait. Et quand un entraîneur est en train de travailler, qu'on lui laisse le temps de travailler. Nous savons qu'il est en train de construire une équipe de football d'avenir. Il a une ossature. Et régulièrement, quand la liste sort, vous voyez ce noyau qui est là. Mais nous n'allons pas oublier qu'il y a déjà des joueurs vieillissants. Alors, s'il y a des joueurs vieillissants, il faut essayer déjà de voir qui est-ce qu'on peut commencer à intégrer au fur et à mesure. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la politique qu'il mène à mener au fur et à mesure des nouvelles pépites, c'est une très bonne politique. Bon, quitte à voir les joueurs du championnat local, je crois que il faut qu'ils regardent encore bien. Vous avez cité notre époque tout à l'heure. C'est une bonne époque parce qu'on entrait à l'équipe nationale après plusieurs matchs, parce qu'on vous suivait pendant plusieurs matchs et on se rassurait qu'effectivement vous étiez quelqu'un qui pouvait déjà intégrer cette équipe. Bon, vous savez, de l'autre côté, c'est pas chose facile. Des joueurs sont partis parfois du Cameroun, ils n'ont pas laissé un nom, ils sont partis, on les découvre plutôt à l'extérieur. Alors c'est un travail qu'il faut qu'ils mènent avec beaucoup plus de patience. Parce qu'il faut qu'il essaie de voir à plusieurs reprises des joueurs. Ceux du championnat camerounais, je crois qu'il aura du temps. Parce que tout de suite, il essaie de voir ceux qui jouent dans des championnats assez relevés. C'est vrai, notre championnat est en train de prendre peut-être un peu du niveau. Mais vous allez être d'accord avec moi qu'il y a de cela un an, 2 ans là, ce n'était vraiment pas ça. Quand on allait au stade, c'était difficile. Et parfois, moi, j'ai quitté le stade un jour parce que je voyais comme si c'était des matchs arrangés. Vous voyez des choses terribles et vous quittez le stade. Donc, maintenant, c'est en train de reprendre un peu du niveau et je crois qu'il faut lui donner du temps. Ce qui est évident, il y a des pépites au Cameroun qui peuvent commencer. Mais nous, on avait un avantage, c'est qu'on avait des stages locaux. Donc, on commençait à travailler. On avait parfois 21 jours de stage. À la fin du stage, on faisait un match amical international. On revenait en club. Ça nous donnait du niveau et ça nous permettait de pouvoir être constant. Donc, je me dis, peut-être c'est la politique que nous devons reprendre localement. Amener les joueurs régulièrement à travailler en stage, à évaluer leur niveau après un match amical, et je crois qu'on pourra leur permettre de donner du niveau. Et je crois quand même que le coach est en train de faire son travail tout de suite. L'entraîneur, donnons-lui le bénéfice du doute, parce que depuis qu'il a pris l'équipe, je crois quand même que les résultats, nous pouvons les constater. Et je crois quand même qu'il y a un certain fond de jeu. On essaie de voir comment est-ce que nous jouons. C'est vrai que le football camerounais, c'est pas le type indirect, total, ou bien indirect modéré. C'est le style direct modéré. Donc vous voyez que il faut essayer de lui laisser le temps. Est-ce qu'il va nous satisfaire dans notre style par rapport aux joueurs que nous avons? Donc laissons-lui un peu de temps et moi je crois quand même qu'il est sur la bonne lancée. Alors coach, je reviens à vous. Vous êtes un technicien au même titre que celui qui convoquait les joueurs cet après-midi. Vous avez quand même vu certains éléments qui frappent à l'œil tout de suite, qui certainement peut-être n'ont pas été appelés par le chef de l'encadrement. Vous avez d'ailleurs expliqué tout à l'heure que lui seul peut justifier ses choix. Quand on regarde ce qui est fait aujourd'hui, est-ce qu'on peut quand même prétendre avoir une équipe type d'ici la CAN 2025 qui se profile à l'horizon? Naturellement, c'est un spécialiste qui est en train de travailler, il est dans son domaine. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'au Cameroun, nous avons, on a l'habitude de dire 30 millions d'entraîneurs de football. Et cependant, chacun est libre de donner sa pensée. Mais je dis, l'entraîneur sélectionneur qui est là, vraiment, je pense que nous sommes à 80% d'accord de le laisser mener à bien son travail. Parce que jusqu'à aujourd'hui, quand même, il a essayé de nous redonner cette envie de regarder notre équipe nationale jouer. Sauf que, bon, dans notre pays, quand ce n'est pas toi qui
a choisi X ou Y, ou bien tu n'as pas participé dans le choix de X ou Y, ça te dérange beaucoup. Chaque Camerounais a qui il veut qu'il soit en équipe nationale. Or, ils oublient que pour une sélection comme pour un regroupement comme celui-ci, il faut peut-être 26 personnes. Et nous avons beaucoup de footballeurs de l'autre côté. Et de temps en temps, nous apprenons des nouvelles avec le travail qui est fait. Tel joueur est revenu, après avoir changé de nationalité, est revenu. Il faut que le coach regarde. Il faut qu'il ait moins. Donc, l'équipe nationale aujourd'hui, comme nous disons, elle est dynamique. D'autres sortent, d'autres rentrent. Cependant, si vous regardez bien, il a un noyau qu'il garde. Au moment, il a déjà ces éléments-là, vous voyez le coach placé là. Si vous lui dites que la compétition commence la semaine prochaine, il va vous dire que voici mon équipe. Il ne va même pas tergiverser. Mais pour le moment, quand il ne va pas rester sur ça, il faut qu'il trouve des éléments complémentaires, donc des substitutions possibles. Parce qu'en compétition, on fait souvent quelquefois le turnover. Il peut arriver qu'il veuille faire son turnover. Il faut donc en ce moment qu'il sache que si je sors X, il y a Y qui est là et que je peux utiliser. Donc c'est un peu ça. Des joueurs sont restés de côté. Ce n'est pas que ces joueurs sont sortis de l'équipe nationale, du tout pas. Mais il faut céder un peu la place à des nouveaux pour qu'on puisse aussi les regarder. Donc aujourd'hui, moi je pense quand même que ce monsieur est en train de mener à bien son bateau. Conjuguons quand même les efforts derrière lui pour que, parce que l'équipe nationale c'est pour nous tous les Camerounais. Si on peut trouver la fierté tous, parce que le coach a choisi les éléments qui nous donnent la victoire, je pense qu'on n'a pas à trop crier dessus. Moi j'ai regardé encore une sélection comme celle de la Centrafrique dernièrement. J'ai vu où c'est 4 milieux de terrain dans toute une équipe qu'on a convoqué. D'aucuns te diront que c'est insuffisant. Je pense 3 ou 4 même, hein, quand on revoit la sélection des convoqués en Centrafrique, 3 ou 4 au milieu de terrain. D'aucuns te diront que c'est insuffisant, mais le coach sait pourquoi il a convoqué 3 ou 4 milieux de terrain. Donc, moi je pense qu'il au jour d'aujourd'hui, même si nous voulons dire quoi contre cet entraîneur, mais nous devons quand même reconnaître que cet entraîneur est en train de nous mener vers cette tranquillité-là, cette quiétude. Parce que vraiment, excusez-moi un peu. À un moment, nous avions des adversaires tels que, je vois, la Tanzanie par exemple. On dit Cameroun, on tremble, le Cameroun tremble. Tu te demandes où on va. Mais au jour d'aujourd'hui, si on dit Cameroun, cette Tanzanie-là, ben, on est quand même à 70% tranquille que le Cameroun qui va affronter la Tanzanie-là peut produire quelque chose. Mais alors qu'il y a quelques temps, on dit Cameroun, je ne manque pas de... Je ne veux pas dire que je néglige la capacité de ces équipes à pouvoir jouer, mais je dis, il y a des nations vraiment que tu entends Cameroun-Guinée. Tu vois ce qui se passe, tu te demandes est-ce que c'est vraiment les lions indomptables du Cameroun qui sont parler des renouvellements de valeurs. C'est ça, je ne refuse pas. Mais il y a un moment, quand même, il faut se sentir au-dessus de certaines nations. Les Lettonie, Cameroun, les petites nations là, 170e mondial. Quand cette nation parvient à t'inquiéter, est-ce que tu ne te poses pas de questions? Mais au jour d'aujourd'hui, franchement, moi je pense que si on dit Cameroun, Maroc, Cameroun, Égypte, Cameroun, Algérie, Cameroun, Sénégal, ça ne nous inquiète pas. Hein? Ça nous Sincèrement, moi je ne suis pas inquiet. Hein? Je sais que quand les Lions vont entrer, ils vont faire l'affaire. Et comme disait, pour continuer, comme disait Sa Majesté tout à l'heure, il y a un esprit qui est en train d'être inculqué. Moi, je pense que c'est le coach qui... son nom m'échappe, qui est parti en Afrique du Sud. Hugo Boss. Hugo Boss avait commencé à inculquer cet esprit. Parce que quand vous voyez l'équipe du Cameroun qui était au Gabon, il n'y avait pas vraiment des joueurs qui étaient... Oui, mais il y avait un esprit. Et il laissait des sénateurs comme Nicolas Nkoulou au banc de touche. Mais quand il disait Nicolas, lève-toi, tu vois, parce qu'il faut connaître une chose, hein, dans une équipe de football. Il y a un entraîneur, il y a un footballeur. Bon, chacun a son rôle à jouer. Mais quand le joueur vient déjà jouer le rôle de l'entraîneur, ça devient compliqué.
ça devient vraiment compliqué. Et moi, je pense que c'est cet esprit que le coach aujourd'hui est en train de marteler dans le groupe. Que les joueurs sachent qu'il y a un entraîneur et il y a des joueurs. Quand il dit allons à gauche, parce que l'entraîneur est l'homme qui est chargé d'implémenter la politique, la philosophie des jeux de l'équipe. Alors qu'il dit que quand nous nous levons à 5 heures, c'est pour que nous puissions gagner le match à 17 heures. Mais quand l'entraîneur peut dire aux joueurs qu'on se lève à 5 heures, tu entends, il y a longtemps, il y a quelques années, on dit on a vu des joueurs avec des femmes dans les chambres d'hôtel et tout et tout. Ça devient un peu compliqué. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a cette sérénité-là qui règne au sein de Lyon, malgré vos histoires de réseaux sociaux, qui sont en train de vouloir absolument détruire ce que Marc Brice est en train de mettre sur pied. Vraiment, c'est un peu à ce niveau que moi j'ai l'épée qui me pince le cœur. Parce qu'il ne peut pas être en train de fournir un job comme celui-ci et que nous, Camerounais, ayons à cœur de vouloir le détruire. Donc c'est un peu ça. Comme je disais en conclusion, c'est que nous sommes 30 millions de Camerounais et chaque Camerounais aimerait que sa personne soit en sélection nationale. Pourtant, nous avons besoin de peut-être 26 personnes. Nous allons donc, pour la bonne gouverne, nos téléspectateurs, rappeler la liste des joueurs convoqués par Marc Brice pour l'échéance qui pointe à l'horizon, à savoir les éliminatoires du mondial 2026, Canada, États-Unis, Mexique. Nous allons donc rappeler que dans les buts, ils sont au nombre de 4. Nous avons Simon Gapandembou, nous avons Simon Omosola, André Onana, Davis et Passy. Comme défenseurs, nous avons Christopher Wu, Jackson Tchatchoua, Joskim Dawa, nous avons Nouotolo, Michael Ngande Ngandui, nous avons Guy Marcelin Kilama, nous avons Faye Collins et Flavien Boyomo. Au niveau de l'entrejeu, c'est-à-dire milieu de terrain, nous avons André Franck Zambouanguissa, Carlos Baleba, James Eto, Martin Onla, Yvan Neou, Wiliti Younoussa. Au niveau de l'attaque, ils sont également 8. Nous avons Christian Bassogok Mungam, nous avons Brian Bemou, Nicolas Brismouminga Male, nous avons Franck Magri, Vincent Aboubakar, Nathan Goumou, Mimpolé, Dani Namasso et Ignatius Ganago. Voilà donc les joueurs convoqués par le sélectionneur cet après-midi, tout simplement pour aller défendre les couleurs nationales à partir du 19 mars prochain. Ce sera donc du côté de l'Eswatini et le match suivant sera le 25, aura lieu le 25 mars, ici même à Yaoundé. Voilà donc qui met un terme à cette première partie. Nous allons tout simplement prendre la deuxième affiche, c'est-à-dire les Lions, parce que là nous parlons des U17 qui sont également en campagne. Nous avons vu les filles faire une bonne prestation à Yaoundé. Sont-elles à mesure de pouvoir aller boucler le travail entamé à Yaoundé il y a quelques jours? Simplement, vous avez essayé de donner votre avis là-dessus. Coach, nous revenons donc pour comprendre, est-ce que c'est facile pour cette équipe d'aller boucler le travail entamé le 8 mars dernier? En match de football, rien n'est facile. On ne peut pas déclarer d'avance que un match de football est facile. Sauf que nous partons aussi avec ce moral de confiance. Mais en respectant l'adversaire que nous allons rencontrer. Je pense quand même que Doko, à qui je tire un coup de chapeau, il sait pourquoi. Je pense quand même que Doko aussi est également en train de faire un travail de ça. Nous voyons le résultat. Parce que battre une équipe 5 buts contre 2, c'est pas très évident. C'est vrai que c'est chez nous. Mais je pense qu'en allant pour le prochain match, il n'y a pas lieu vraiment à se lamenter tellement. Les enfants Camerounais peuvent désormais se frotter les mains. Oui, les Camerounais peuvent pas se frotter les mains, mais aller sans être en victime résignée. Parce que à un moment, on te parlait de nous là, il y a quelques temps, toutes les équipes nous faisaient peur en fait. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il y a une sérénité qui revient. Je dis à toutes les catégories, tu vois quand même il y a un travail qui est fait. Il y a un travail qui est fait. Je pense que les spécialistes qui sont en charge de ce boulot font du bon boulot. Et puis, on peut donc aller tranquillement avec nos armes à la main. On meurt toujours avec les armes à la main. Hein. Donc, mais nous partons quand même avec nos armes. Je pense que avec le travail qui est fait, on peut retrouver le sourire derrière ce match-là. Sa Majesté, nous allons également vous permettre de coller un mot à cette actualité avant de sortir définitivement de cette première partie de l'émission. Oui, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, les filles ont montré qu'elles sont capables. Vous savez, marquer 5 buts au cours d'une rencontre,
il faut le faire. Hein. Donc, ça signifie qu'il y a un esprit. Et nous les avons eu engagés. Parce que quand elles jouaient, vous sentez que c'est des filles qui en veulent. Et moi, je crois que le coach Doko a un langage, le langage qu'il faut. Parce que c'est le langage qu'il faut avec des joueurs. Que ce soit les hommes, que ce soit les filles. C'est un bon langage et une bonne complicité. Je crois qu'en allant en Éthiopie, le coach l'a dit tout à l'heure, le match n'est jamais gagné d'avance. Mais il faut respecter l'adversaire, mais en allant avec un avantage psychologique. 5 buts contre 2, c'est un avantage psychologique. Il faut juste que les filles restent concentrées et dire que c'est un nouveau match. Le premier est passé. Le deuxième, maintenant, il faut l'aborder avec un esprit d'abord de respect de l'adversaire et un esprit de gagneur. Et je crois que là où elles sont en train de partir, c'est ce qui est en train d'être fait par le coach Doko et que les filles vont effectivement nous ramener une victoire. Patrick, certainement un mot avant donc de prendre la thématique du jour. Je vais dans le même sens que les copanélistes. Le coach Doko a bas un travail exceptionnel, il faut le dire, parce que démarrer comme ça une campagne et puis avoir ce type de résultats dans un nouveau groupe, avec un nouveau groupe, c'est pas toujours aisé. Et puis manager des filles. La gente féminine, c'est pas aisé, c'est pas facile. Alors s'il parvient à combiner toutes ces énergies-là autour de ce collectif et nous ramener les victoires, je pense que c'est un travail à saluer. Maintenant, pour la prochaine rencontre, je sais, les enjeux, il les maîtrise mieux parce qu'il est au fait de l'action, il les maîtrise mieux. Ici à Yaoundé, il se posait un problème peut-être probablement on va dire quoi, les filles éthiopiennes semblaient être plus athlétiques, enfin, a priori, mais il a pu recadrer tout ça, il a pu couvrir tout ça et avoir un bon résultat. Donc je pense que maintenant, du côté de l'Éthiopie, il va mieux, à partir des erreurs que nous avons commises ici, il va mieux se préparer pour gérer ce match-là. Moi, je ne suis pas inquiet. Hein. Je sais que... Mais moi, je veux même ajouter, c'est même la partie qui était la partie du jeu. C'était cette capacité physiologique de cette fille, physique, athlétique, de pouvoir aller très vite. Aller très vite. Et c'est... Je pense, si vous avez vu dans l'une de ses interventions, il disait que ces filles courent, mais nous allons voir comment elles vont courir. Voilà. Donc c'était même... Parce qu'en fait, qu'est-ce que l'entraîneur fait? Il regarde quelles sont les capacités fortes de l'adversaire. Et c'est ça qu'il essaie de contrer pour qu'il ne soit pas en train de se retrouver en difficulté. Donc du coup, il avait dit ça dans un de ses speeches où il disait que oui, les Éthiopiennes courent, mais nous allons voir comment ils vont courir. Donc ça veut dire que quand elle a reculé, il a dit ok, nous devons mettre donc sur pied une stratégie qui va les empêcher de me mettre en difficulté. Voilà. Alors, ceci nous permet donc de sortir définitivement de cette première partie de l'émission. Nous allons respirer et revenir prendre la thématique derrière. Merci à la régie de nous permettre tout simplement de souffler. Nous revenons dans ce studio pour prendre donc la thématique du jour, parler de cette assemblée extraordinaire de la Confédération africaine de football qui a eu lieu il y a quelques heures seulement du côté du Caire en Égypte bel et bien. Et nous notons comme fait majeur de ce côté-là l'entrée au comité exécutif de Samuel Eto'o-Fils, président de la Fédération camerounaise de football, qui va donc désormais siéger de ce côté-là comme l'un des représentants de la zone UNIFAC. Donc aujourd'hui, nous allons revenir tout simplement pour essayer de donner la parole aux uns aux autres, comprendre que peut être l'apport de Samuel Eto'o-Fils, l'entrée de Samuel Eto'o-Fils peut apporter quoi au football camerounais, voire même le football continental tout entier. Et ceci me permet donc de me retourner une fois encore vers Sa Majesté. Sa Majesté, vous avez la parole. Essayez un peu de nous situer. Quelle peut être l'importance de l'entrée de Samuel Eto'o-Fils au COMEX de la CAF? Déjà, c'est une très bonne chose, c'est quelque chose à saluer. Quand des problèmes ont commencé, on était un peu inquiet, on se disait, bon, qu'est-ce qui va arriver? Quand vous avez un joueur de la trempe de Samuel Eto'o dans votre pays, c'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. Ça, il faut le dire.
à l'étranger, il est vu sous un autre angle. Et avec son aura, je crois qu'il est capable de faire beaucoup de choses. Étant à la CAF, il peut jouer un très grand rôle parce que on dit les yeux, quand on se regarde, les yeux s'effrayent en certains moments. Alors, Samuel Eto'o, c'est une personnalité de haut vol qui, lorsqu'il est avec les autres, je crois quand même que s'il met un mot, s'il met une petite touche quelque part, je crois que c'est soutenu et les autres vont l'écouter. Moi, je crois que c'est un avantage qu'on peut avoir à ce niveau. Bon, c'est vrai que d'un autre côté, peut-être on lui reproche un certain nombre de choses. Ça, c'est évident parce que au niveau de la gouvernance, par exemple, sur place, sur le plan local, on ne voit pas encore cela. Mais il est en mesure d'apporter beaucoup de choses. Donc voilà juste ce que je peux dire de prime abord. Samuel Eto'o est capable de nous apporter quelque chose. Le Cameroun peut être bien respecté à ce niveau du COMEX de la CAF par son entrée. Alors, Patrick Fion, c'était un événement au Cameroun pour certains Camerounais qui regardent avec beaucoup de profondeur la chose de football au Cameroun. Alors, certains sont en train de célébrer l'entrée de Samuel Eto'o fils au COMEX de la CAF. Mais quand on regarde au fond, il n'est pas entré comme vice-président, il est entré comme simple membre du comité exécutif de la Confédération africaine. Pourrait-il avoir un mot véritablement et être à même d'être écouté par les anciens qui sont assis depuis fort longtemps? J'aime votre question, Thomas Daquin. Vous savez, quelqu'un parlait tout à l'heure de l'impact des réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le football se gère comme un combat de deux influenceuses. J'ai l'impression que l'image de nos icônes se gère comme l'image de des influenceuses. Du coup, ça va dans tous les sens. L'adhésion de... on va dire quoi? L'entrée de Samuel Eto'o au comité exécutif de la CAF, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose déjà parce qu'il est camerounais. Et comme Sa Majesté le disait, il aura son mot à dire sur toute forme de décision concernant le développement du football africain. Et quand on est camerounais, on défend d'abord sa maison avant de défendre les autres. Ça, c'est un avantage. Après aussi, c'est pas exceptionnel. À partir du moment où nous avons eu tout un président de la CAF pendant 30 ans. À partir du moment où nous avons eu un vice-président à la CAF, je pense que c'est bien, mais c'est pas exceptionnel. N'en faisons pas toute une histoire autour. Maintenant, la question fondamentale, c'est celle que tu as posée au début. Qu'est-ce que ça nous apporte concrètement, nous, acteurs du football camerounais et acteurs du football en Afrique centrale? Concrètement, après les youyou et les vuvuzela, qu'est-ce que ça nous apporte concrètement? L'impact que ce garçon peut avoir sur les décisions prises au niveau de la CAF. Connaissant son aura, d'accord, il peut impacter positivement pour le développement du football au Cameroun et pour l'UNIFAC. Parce que n'oublions pas, le détail que nous ne mettons pas en avant, c'est que on a vite fait d'associer le Samuel Eto'o, l'individu, avec toutes ses prouesses, et le Samuel Eto'o qui représente toute une association. Parce qu'il est là, pas en tant que Samuel Eto'o, il est là en tant que représentant de l'association du football au Cameroun, qui est la FECAFOOT, et représentant du football en Afrique centrale, qui est l'UNIFAC. Alors, ce niveau, c'est là que nous l'attendons. Après les vuvuzela, les bruits. Tu sais, moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent que c'est quelqu'un qui peut beaucoup apporter. Et je continue de dire qu'il peut beaucoup apporter. Mais je dis aussi que son entourage ne l'aide pas. Je le dis clairement.
son entourage ne l'aide pas. Son entourage est plus dans la propagande, on dirait les élections d'octobre 2025. C'est plus les vous-vous-là. Déjà, moi, j'ai vu, je parle de cette image-là qui m'a beaucoup choqué, qui m'a choqué. Comme quoi, on essayait de parodier l'attitude du vice-président, l'ancien vice-président, Bobo Ndjoya Seydou. On a d'ailleurs vu ça à travers les réseaux sociaux. Je reviens dessus parce que c'est une attitude qui m'a choqué. Samuel Eto'o n'a pas besoin de ce type d'action ou d'attitude ou bien de ce type de personnes. Pour s'illustrer, tout simplement. Il n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, on attend Eto'o, même en Afrique centrale, tout le monde a les regards sur lui. Il ne sert à rien de nous dire que Samuel Eto'o a refusé la vice-présidence à la CAF. Il ne sert à rien de nous dire que c'est le premier footballeur à avoir adhéré au comité exécutif, ce qui n'est même pas vrai. Ce qui n'est même pas vrai. Kalou Chaboya hier, il n'est même pas le seul. Pourquoi les gens veulent faire d'une histoire simple quelque chose de très compliqué? Samuel Eto'o est ce qu'il est. On ne peut pas lui enlever ça. Il a eu la carrière qu'il faut. Il a la carrière. Beaucoup n'ont pas cette carrière en Afrique. J'ai ce souci-là. Autour de lui, les gens ne véhiculent pas et ne communiquent pas sur ses actions. Sur ses actions pour le développement du football. Il en a fait. Mais on passe plus de temps à communiquer sur les actions, sur Samuel Eto'o, le petit déjeuner. Aujourd'hui, il allait rencontrer tel. On dirait Coco Emilia. Et il n'est pas un influenceur dans ce sens. C'est quand même Samuel Eto'o. Il faut que les gens arrêtent de confondre la communication, je sais pas trop, être community manager d'une influenceuse, être community manager d'une icône comme Samuel Eto'o. Il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on essaie de réorienter sa forme de communication et de marketing. Eto'o fils, c'est tellement, il n'est plus à présenter. Il y a tellement de choses qu'on peut présenter sur lui. Et il a tellement d'actions menées qui sont positives. Autant bien dans le football que dans le quotidien des Camerounais. On n'en parle pas, mais on nous parle des histoires qui n'ont pas de sens. Ben ouais, Sa Majesté, je voulais juste compléter quelque chose, petit frère. C'est pas un problème d'entourage. C'est un problème de Samuel Eto'o lui-même. C'est lui-même. C'est pas un problème d'entourage. Il est la personnalité qu'il est. Nous l'avons apprécié, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le problème, c'est lui-même qui prend ses décisions. Ce n'est pas une histoire de l'aider. Donc, les gens peuvent dire n'importe quoi dans les réseaux sociaux, ça c'est leur affaire. Mais, ce que moi je disais tout à l'heure, c'est que sur le plan de la gouvernance, il faut qu'ils s'y mettent. Parce que là, il y a beaucoup de défaillances. Beaucoup de défaillances, parce que nous regardons le football camerounais, par exemple. On a besoin d'une relève, surtout le football jeune. Le football amateur, on en a besoin. Parce que c'est ce football amateur et jeune qui va nous donner des Samuel Eto'o de demain, des grands joueurs de demain. Et il faut que ça se joue. C'est à ce niveau le véritable problème. Laissons l'entourage, les réseaux sociaux, ça dit ce que ça peut dire. Mais on dit juste que Samuel Eto'o, en tant que Camerounais, au COMEX, c'est déjà une très bonne chose. Avec son aura, on se dit qu'il peut, s'il le veut, amener beaucoup de choses pour son pays et pour la zone UNIFAC. Alors, s'ils sont rien dans la distraction, permettez que le coach réagisse aussi, parce que Bertrand Mani, nous voyons quand même beaucoup de choses qui se disent autour de Samuel Eto'o, l'icône, qui se disent autour de Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, qui se disent sur Samuel Eto'o en tant qu'individu. Alors, à votre avis, l'arrivée au COMEX de Samuel Eto'o peut-il être bénéfique pour le football camerounais? C'est la question que je reviens vous poser. Oui, moi je veux dire merci et je pense que l'arrivée du président Samuel Eto'o au COMEX devrait être bénéfique. Si jamais nous en faisons bon usage. Vous voyez aujourd'hui, la fédération camerounaise a amené les Camerounais à être divisés. On dit églésien, on dit hibou, on dit ça va dans tous les sens. Mais le point de départ, c'est que nous manquons de personnalité. Nous qui sommes tout autour de Samuel Eto'o,
manquons vraiment de personnalité parce que les gens sont intéressés. Il faudrait que j'aille raconter ceci au nom de tel pour que ceci soit fait et que ce soit bénéfique pour moi. Voilà. C'est là le problème. Et si cela est transposé au niveau de la CAF, nous n'allons rien bénéficier. Catastrophe. Nous aurons dû gagner si nous nous étions mis dès la base, dès l'élection du président de la fédération, en l'orientant que président. Le football professionnel, le football ne commence pas par être professionnel. Le football commence à la base. Commençons par le football jeune et amateur. Nous allons progresser et arriver au football professionnel. Déjà avec des bases solides au départ. Quelle est cette maison qui est fragile à la base et bien vue à la hauteur, au niveau de la toiture? Mais moi j'ai peur. Sa Majesté a abordé ce sujet. Et si c'est la même chose qui va jusqu'au COMEX, qu'on veut faire des choses pour faire plaisir au président, à la personne de Samuel Eto'o. Venir dire que Eto'o a porté une chaussure qui vaut 700 millions de francs. Et l'autre qui va te dire que non, la chaussure là, il allait la louer chez X ou Y. C'est de la bassesse. Pourtant, nous avons besoin d'un Samuel Eto'o que le monde entier respecte, estime, qui pourra nous apporter, pourra nous déclencher beaucoup de situations au niveau même de la FIFA. Parce que j'ai vu aujourd'hui, on dit, la prochaine Coupe du Monde, nous risquons d'avoir 9 ou 10 pays qui vont représenter l'Afrique. Vous voyez? Bon, maintenant, Sa Majesté a utilisé un adage. Moi, je veux également aller dans ce sens. Lorsque le président Samuel Eto'o entre dans la maison CAF, il y a un président qui dirige la CAF. Même s'il voulait commettre certaines bévues, sachant que Samuel Eto'o est déjà là-dedans, il va se méfier. Et il sera donc obligé de travailler se disant que, attention, j'ai un concurrent sérieux qui est à côté de moi. Parce que rien ne nous dit, on ne connaît pas la raison exacte pour laquelle Samuel Eto'o a refusé le poste de vice-président. Ça va dans tous les sens. Parce que l'ancien président de l'Afrique Football Mondial a essuyé les vestes les costumes de Motsepe. C'est pour ça que Samuel Eto'o lui a dit que lui ne veut pas ça. Et puis, ça, c'est des petits trucs du quartier. Nous avons donc un président qui dirige la CAF aujourd'hui, qui sait qu'il a quelqu'un de puissant qui est entré dans son bureau exécutif. Il y a question pour lui de s'interroger avant de poser un acte. Si je ne pose pas cet acte, qu'est-ce qui va arriver? Et si je pose cet autre acte, que pourra-t-il arriver? Comment ce monsieur pourra-t-il exploiter cet acte que je vais poser? Ça sera un inconvénient pour nous. Pourra-t-il l'exploiter? Parce que ne l'oublions pas, le football est devenu politisé. Est-ce que cet acte peut plutôt l'avantager pour m'évincer là où je suis? Est-ce que cet acte peut ainsi de suite? De même au niveau de la FIFA, lorsqu'il est déjà dans ce COMEX CAF, ça lui permet de regarder plus loin vers l'avant. Et ça fait que, en conséquence et en retour, le Cameroun que nous sommes, nous pouvons bénéficier si nous faisons bon usage de la personne qui est entrée dans le COMEX. Sans totalement nous détacher du sujet, hein, puisque le sujet même à l'ordre du jour, c'est Motsepe encore 4 années à la tête de la Confédération africaine de football. Si aujourd'hui on peut tirer un tout petit peu le bilan, avant de venir nous attarder sur Samuel Eto'o fils, qui est un Camerounais, dont les Camerounais rêvent d'avoir aux plus hautes instances. Aujourd'hui, Motsepe encore 4 années. Qu'est-ce qu'on a concrètement gagné sous l'ère Motsepe et quelles peuvent être les avancées pour le football africain tout entier? Bon, sous l'ère Motsepe, moi je crois que beaucoup de pays commencent à avancer sur le plan de la construction du football dans leur... enfin à l'intérieur. Vous voyez, il y a... Le coach disait tout à l'heure, là, quand le Cameroun joue contre, par exemple, les Swatini, normalement, on devrait dire que non, on doit gagner Swatini. Quand le Cameroun joue, par exemple, contre la Guinée, on doit dire, mais c'est des équipes qui sont montées un tout petit peu. Et on a à l'intérieur des championnats qui sont en train d'être bien organisés. C'est le plus important. Avec pour objectif de jouer des compétitions africaines. Et sur le plan africain, c'est bien organisé. Moi, je crois que c'est quelque chose qu'il a apporté. Et nous voyons un peu les clubs
l'Afrique subsaharienne essayait aussi parfois un peu de venir un tout petit peu titiller les autres parce que c'était vraiment, on pourrait dire, une assiette qui était réservée jusqu'au pays du Maghreb. Donc là, ça commence à venir un tout petit peu. Moi, je dis, il faut que cela continue de manière à ce que les équipes maintenant au niveau de l'Afrique subsaharienne puissent commencer à regagner ces titres. Parce qu'il le faut. Il y a du talent ici, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça qu'en disant que des gens comme Samuel Eto'o qui entrent au COMEX, il faut certaines décisions d'allouer certains fonds pour le développement à ce niveau-là de manière à ce que nous puissions revenir au niveau parce que le talent, il est là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous est inné. Donc, on l'avait. Pourquoi est-ce qu'on l'a perdu aujourd'hui? Non, le talent est là, mais il faut le développer. Et il faut une certaine politique pour que nous puissions le développer et le garder localement, pour que nos clubs puissent être assez forts et commencer encore à gagner ces titres. Parce qu'il y a parce que je peux dire, un exode qui est en train de nous tuer dès qu'un joueur a fait 3, 4, 5 bons matchs. La famille cotise. Voilà, on cotise déjà. Un billet d'avion, il est parti. Moi, il commence maintenant. Oui, je voudrais rebondir même parce que vous avez souligné un endroit, les fonds alloués. Oui. Vous n'êtes pas allé jusqu'au fond, Sa Majesté. Les fonds alloués, il faut que ces fonds soient bien gérés. Parce que la gestion des fonds alloués, Majesté, nous en souffrons aujourd'hui. J'arrivais. Voilà. J'arrivais. Parce que ces fonds, quand ils seront alloués, il faut que nous puissions nous développer. On a parlé du football jeune, on a parlé du football amateur. Il faut que les fonds aillent au niveau du développement du football pour aider tous ceux qui sont impliqués, toutes les parties prenantes, de manière à ce que nous puissions atteindre ce niveau. La maturité dans le jeu, c'est quand vous fréquentez régulièrement les stades, quand vous jouez régulièrement, vous allez voir que beaucoup de joueurs vont maturer avant l'âge. Le football jeune, il se joue peut-être 2 mois au cours de la saison. Et c'est pas bon. Les jeunes doivent jouer régulièrement. Parce que, qu'est-ce qui donne la maturité à un joueur jeune? C'est le nombre de fois qu'il rencontre des situations au cours des matchs. C'est-à-dire que chaque fois des situations arrivent, et là, ça lui permet maintenant de voir comment il faut les gérer dans l'avenir. Donc, moi, je dis, il faut que, effectivement, ces fonds viennent, parce que le président Motsepe, qui a repris les 4 ans, il faut maintenant que la CAF, qui est déjà en train de faire assez de moyens, puisse soutenir le football local de manière à ce que nous puissions aider nos clubs aussi. Sa Majesté, nous avons un téléspectateur depuis Abidjan qui posait juste une question, qui vous posait une question. Bonsoir mon frère, je voudrais savoir, je voudrais demander à Sa Majesté qui est sur votre plateau, pourquoi les footballeurs camerounais ne s'entendent pas pour prendre les rênes du football camerounais. Était-ce Samuel Eto'o seul pour sauver le football camerounais qui est si peu financé? Le message n'est pas signé. Je pense qu'il a pris la peine de signer cette fois parce qu'il revient. Je préfère que Vincent Onganji soit sélectionneur des Lions Indomptables et bien payé que de prendre Marc Brice qui n'était pas Vincent Onganji à la cheville, qui n'atteint pas Vincent Onganji à la cheville. Pourquoi le Cameroun préfère donner ces millions à des sélectionneurs étrangers? N'est-il pas grand temps d'apprendre que les Camerounais ont des talents? Jusque-là, il n'a toujours pas signé le message parce qu'il a posé des questions. Mais je pense quand même qu'il est en train de nous sortir du sujet parce que nous étions en train d'étaler le bilan du docteur Motsepe à la tête de la Confédération africaine de football. Vous aviez la parole avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Certainement, vous allez chuter pour me permettre de passer la parole à d'autres panélistes. Bon, voilà, juste un petit truc, juste une petite parenthèse pour lui. Promouvoir les entraîneurs locaux, c'est une très bonne chose. Déjà, si vous allez au niveau de la CAF aujourd'hui, les formations qu'on donne aux entraîneurs camerounais, c'est de très bonnes formations. Ça, je vous dis la vérité. Donc, il faut maintenant juste les encourager. Qu'est-ce qui nous manque? Il a parlé d'une histoire de fonds. Il faut que les fonds soient bien gérés. Et c'est pour ça que avoir un Samuel Eto'o à la Fédération camerounaise de football, c'est avoir quelqu'un qui peut amener la fédération à se faire beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que je dis, il n'a pas encore travaillé par rapport à ce qu'il devrait faire. Vous comprenez un peu. Il faut qu'il travaille pour qu'il ait ses moyens et que les entraîneurs locaux commencent à travailler. Vous voyez maintenant Doko tout de suite qui a pris une équipe, l'équipe des filles.
il fait des résultats. C'est un entraîneur national. Donc, il y en a d'autres. Ils sont nombreux qui peuvent le faire. Mais maintenant, le point, c'est quoi? Beaucoup d'intrigues au Cameroun. Quand c'est un entraîneur local, c'est trop d'intrigues. Le Camerounais passe le temps à charcuter son frère, à dire des choses contre lui, à ne pas l'encourager pour qu'il échoue. Nous devons arrêter cela. Et c'est cela qui nous fragilise. Mais quant à Motsepe, je reviens pour chuter. Il faut qu'il essaye de comprendre qu'il doit renforcer la formation au niveau de la base dans les pays africains pour que le football puisse mieux se porter à l'élite et que la plupart des clubs puissent ressortir et commencer à faire de bonnes coupes d'Afrique, de bonnes coupes africaines. Oui, avant de passer la parole à d'autres panélistes, je vais d'abord relayer cette information. Bonsoir. Je suis votre transporteur de ce soir. Je suis à l'écoute de votre émission. Très belle émission. Merci de nous faire signe. Vous savez, c'est parfois aussi encourageant de vous savoir nombreux à nous regarder. Ça nous galvanise. Que pensez-vous de la qualité du stade de Lembe? Moi, je ne trouve pas de bonne qualité. François d'Abidjan est vraiment déterminé avec le football camerounais aujourd'hui. Nous allons prendre notre message avant de revenir. C'est Nathalie qui écrit un peu un genre, parce que là, le message de Nathalie ne peut pas être lu. Elle est sortie totalement du cadre. Dites à votre panel qu'avant et Office l'Africa Foot n'existait pas. Je ne pense pas. Donc on ne peut pas continuer. Nathalie, il faut quand même rester courtois sur cette émission. Il faut rester courtois et respecter ces responsables qui nous accordent de leur temps si précieux. Alors je reviens à vous. Patrick Fion, on a quand même vu Motsepe qui est venu avec beaucoup de révolutions au niveau du football continental. Le Cameroun, l'Afrique qui va désormais avoir 9 représentants, voire même 10 lors des prochaines Coupes d'Afrique et Coupes du Monde. Et cela augure quand même des lendemains meilleurs. Avec les 4 prochaines années, que comptez-vous alors? Qu'envisagez-vous? Quelles sont vos attentes, si vous me permettez de vous poser la question ici? Oui. C'est bien de faire cette propagande en nous disant l'Afrique aura 9-10 représentants, l'Europe en aura combien? L'Amérique en aura combien? Il faut comprendre que la Coupe du Monde, on a augmenté le nombre de participants. Donc c'est pas comme si c'est normal que nous ayons ce nombre de personnes. Maintenant, parlant de Motsepe, s'il faut dresser son bilan en quelques mots, il faut déjà dire qu'au niveau des infrastructures sportives, notamment les stades et tout, il y a une nette amélioration. La CAN qui à l'époque se jouait dans des stades, des petits stades, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il y a une certaine exigence et Motsepe veille au grain afin que nous ayons des stades, ce qui nous a d'ailleurs poussé à construire des stades comme Olembe, même si ce n'est pas encore achevé, et des stades comme celui de Douala, Japoma. Donc, au niveau des infrastructures, on peut dire qu'il y a un regard, il est regardant, et il y a une avancée significative. Maintenant, disons-nous clairement les choses, le football se joue professionnellement partout en Afrique, désormais. Les pays qui étaient, j'ai dit, Sa Majesté l'a dit, négligés, en matière de football, je prends notamment le cas de la Tanzanie. Aujourd'hui, la Tanzanie a un championnat bien relevé et qui produit du beau spectacle. Aujourd'hui, les clubs tanzaniens, j'ai parlé de l'Union Ateba en Tanzanie aujourd'hui, et Tché Malone, qui participe à la Ligue des Champions aujourd'hui, ce qu'on ne voyait pas à l'époque. Ça, c'est une avancée significative. Aujourd'hui, on peut jouer la SCA en match de qualification. Pourtant, par le passé, on savait que si c'est le Cameroun contre la SCA avait déjà déclaré forfait. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, le football se joue partout en Afrique. Ça, c'est une avancée. Après, au niveau aussi du management, tout n'est pas toujours rose. Maintenant, je pense que Motsepe devrait davantage, les Kopané l'ont dit dès le départ, davantage financer le football jeune.
et développer les mécanismes pour pouvoir avoir des jeunes qui puissent être compétitifs sur le plan international. Ça passe par quoi? Ça passe par le modèle sport-études qu'on devrait développer dans tous les pays. Le modèle sport-études, pourquoi? Parce que vous avez des jeunes. Si vous prenez des jeunes footballeurs talentueux, vous les mettez dans un circuit, un système de formation scolaire, comme le jeune lambda qui ne pratique pas du football, ce sera difficile pour lui d'atteindre les performances d'un jeune espagnol ou bien d'un jeune anglais qui lui joue de lundi à samedi ou dimanche. Mais son programme est revisité en fonction de ses activités et la priorité est mise sur le football. Contrairement à nos jeunes ici qui jouent le mercredi, qui ont la latitude de jouer le mercredi et voire le samedi. Alors, si vous avez un jeune anglais, américain ou bien français qui joue de lundi au football de lundi à dimanche, et vous avez un Camerounais ou un Gabonais qui joue mercredi uniquement, et même quand son bulletin devient défaillant sur le plan scolaire, les parents interdisent le jeu. Parce que ce n'est pas encore ancré dans nos cultures. Il faut donc éduquer aussi nos parents. Et il faut donc ce modèle de formation-là, sport-études, comme ça se passe aux États-Unis et partout, pour que nous ayons des athlètes haut niveau et des athlètes qui, à 18 ans, peuvent nous produire du football comme Lamine Yamal et toute la classe, la jeune classe du Barça. Il faut que Motsepe développe ce type de mécanisme au niveau des fédérations. Et impulse cela au niveau des fédérations. Le football jeune, c'est la base de tout. Maintenant, au niveau du football féminin également, que ce soit à peu près le même mécanisme. Voilà. On vous a bien suivi, hein. On comprend quand même que vous suivez avec beaucoup d'attention l'évolution du football continental. Oui. Alors coach, je reviens à vous tout de suite avec ce qui a été dit par Sa Majesté et par Patrick. Quand on regarde aujourd'hui le football africain, semble déjà connaître quand même des avancées. Est-ce qu'on peut déjà comparer ce football africain à d'autres continents aussi facilement? Merci. En fait, quand vous dites comparer le football africain... Quand je pose cette question, c'est pour essayer de regarder en termes d'Eldorado, quand on voit que beaucoup d'Africains partent encore chercher, de l'Eldorado, de l'autre côté. Oui. En fait, tout ce que nous faisons, c'est un problème de moyens. Ce n'est pas un problème de niveau, c'est un problème de moyens. Les gars vont... Moi, j'ai toujours dit, voilà le président Samuel Eto'o, si c'était effectif. C'est pour ça que je dis que j'ai envie de m'aligner derrière quelqu'un qui disait que son entourage ne l'aide pas. Parce que, voilà, il est venu avec une politique, il faut payer peut-être 200 000 francs à un footballeur d'élite one. Les calculs sont simples à faire. S'il a 200 000 francs à la fin du mois, il a peut-être 1500 francs de primes d'entraînement par jour, ce qui font pratiquement 7 ou 9 000 francs à la fin de la semaine. Ce même monsieur a pratiquement un match gagné 20 000 francs. Il en gagne 2. Nous sommes presque à 150 000 francs, à 250 000 francs à la fin du mois. Vous croyez que cet enfant va encore quitter le Cameroun pour aller ailleurs? Mais quand le gars finit un match, moi je me rappelle, je suis allé voir les matchs il y a semaine dernière, et le dimanche et mercredi dernier. Je n'ai pas envie de citer les noms de ces équipes. Moi, parce que je suis d'abord formateur, donc éducateur à la base. J'ai eu des enfants qui sont maintenant en élite. Ils viennent encore me voir que le père, je n'ai pas l'argent de taxi. Alors qu'il vient de finir un match élite tout. Il a même gagné. Bon, si cet enfant voit l'opportunité de partir, il va partir. Il ne va pas rester ici. Il va rester ici miséré. Pourtant, le président Samuel Eto'o est venu avec cette politique à mener les présidents de club à payer ses enfants pour que le football se développe sur place. Mais ça ne peut pas se faire parce que les présidents de club te disent qu'eux n'ont pas d'argent. Mais moi, je me demande si je peux ouvrir ma boutique et dire que c'est quelqu'un d'autre qui va venir faire avancer ma boutique. Je ne peux pas voir ma société. J'ai cru entendre à un moment que les équipes de football sont des sociétés.
Quel est ce problème à tout moment où on dit que non, il n'y a pas l'argent parce qu'on ne m'a pas donné de l'argent? Qui doit te donner de l'argent? À un moment, j'ai également cru entendre quelque part quand le président Samuel Eto'o les a menés à la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce qu'ils ont allé faire là-bas? Moi, je ne vois rien avancer. Est-ce qu'on va passer le temps à vous donner chaque jour pour qu'on puisse avancer? Donc aujourd'hui, il y a un véritable problème. Je ne fais qu'insister là-dessus. Il y a un véritable problème à la base. Comme disait mon voisin de droite, ce n'est pas la politique là qui manque. Sport-études, ce n'est pas elle qui manque. Je peux vous faire des révélations terribles. Nous avons été plongés dans un projet de détection TDS FIFA. Je ne sais pas si Sa Majesté a été au courant, ou bien le journaliste, à savoir détecter les jeunes enfants nés entre 2010 et 2011, sur tout l'étendue du territoire du Cameroun. Un projet FIFA. Moi, j'y étais, parce que je suis conseiller technique départemental de la Mofouakona, à la direction technique nationale. J'ai reçu des sélections, non, des enfants qui ont été sélectionnés sur tout l'étendue du territoire camerounais, avec un entraîneur qui est venu pour ça. Mais d'où vient-il que le projet disparaisse? Des enfants ne sont pas repartis à l'école parce qu'ils savaient qu'ils vont faire sport-études au centre technique de l'Africa Foot. Il fallait voir mon patron direct, M. Mbargan Gerbert, se carcasser pour que ce projet aboutisse. Parce que nous avons vu du talent. 25 filles, 25 garçons. Il fallait arriver au centre de l'excellence de la CAF, voir ce que ces enfants, nés entre 2010 et 2011, ces enfants ont produit du football terrible. Mais le projet s'est arrêté en cours de chemin. Est-ce que c'est les projets qui manquent? Ce n'est pas les projets qui manquent, mais c'est l'entretien de ces projets qui fait problème. Et c'est un projet FIFA, s'il vous plaît. Est-ce que la FIFA peut nous tromper? Les moyens suivent. N'est-ce pas? Si. Mais les moyens vont où? C'est là le À quel niveau vont les moyens? La gouvernance. Donc, OTP devrait mettre... À quel niveau vont les moyens? Alors, c'est là où ça coince. Nous sommes là pour ça. J'ai été formé comme conseiller technique pour ça. Nous sommes là pour ça. Mais on ne parvient pas à travailler parce que les moyens ne suivent pas. D'accord, on vous a suivi certainement. Il y a certains responsables. Nous voulons travailler. Monsieur le journaliste, nous voulons travailler. Oui. On a fait l'école pour ça. Nous avons abandonné nos familles. Vous comprenez, non? Pour aller rester au centre technique à Oudja. Pendant des semaines et des semaines. D'où vient-il qu'on ne travaille pas? C'est pas normal. Qu'on reste seulement à former des éducateurs. Ce n'est qu'à ça qui est résigné notre projet de formation. Nous voulons détecter les talents, former ces talents et voir comment ces talents, puisque nous avons dit, ces talents, c'est la progéniture. C'est là où on va puiser pour la Coupe du Monde de moins de 17 ans en 2027. Si le projet était bien étalé. Voilà, bonsoir. Je salue les interventions des panélistes, particulièrement celle de notre ancien gardien du TKC, Vincent Onganji. Il a raison de parler de la plus-value et que devait nous apporter l'actuel président de l'Africa Foot. Cependant, cela fait 4 ans aujourd'hui que nous attendons toujours pas grand-chose à son actif, rien que les intrigues et les clivages. Roger Nyada depuis Ndikinmeki qui nous écrit donc, il s'adresse particulièrement à Sa Majesté. Il y avait d'autres messages. Allons-y voir ce que ces gens écrivent de ce côté-là. Certainement beaucoup d'interrogations. Bonsoir, monsieur. Je pense que le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, a encore beaucoup à faire. Qu'en dites-vous du stade Olembe déjà dégradé? À qui le rôle de cette maison? Ce n'est pas le travail de Samuel Eto'o. Je pense quand même qu'il y a l'ONIES qui a été créé et mis en place par le président de la République, qui s'occupe désormais de ces infrastructures. La fédération est là pour nous organiser des compétitions, essayer un peu de réguler tout ce qui se fait déjà en termes de jeu. Alors nous revenons avec nos panélistes sur ce plateau. Vous savez, aujourd'hui, c'est un jour assez spécial. Beaucoup de panélistes que vous êtes, certains aimeraient être à votre place parce qu'il y a ceux qui écrivent là. Nous allons d'ailleurs dire un bonsoir tout particulier au manager, directeur général d'Intersport Management, la personne de Patrick Andela qui nous suit religieusement. Je ne vais pas oublier de dire également un bonsoir particulier à l'un des habitués de ce studio, Yves Nkomo, qui nous regarde également. Tous ceux qui nous font l'amitié de regarder ce programme en ce moment, c'est un programme qui nous permet à chaque fois d'édifier les téléspectateurs, surtout ceux qui veulent
s'abreuver à la bonne source. Nous sommes ici accompagnés des éducateurs, anciens lions indomptables, des observateurs avertis du football qui nous font l'amitié de répondre présent à notre sollicitation ce soir encore. Je reviens donc à vous, puisque là, il est question d'essayer de construire le football africain. Nous parlons sur l'ensemble, c'est-à-dire l'ensemble de ce qui doit être fait sur le plan continental afin de permettre à toutes les associations membres de la Confédération africaine de football de pouvoir bénéficier de quelque chose sous l'ère Motsepe. Patrice Motsepe qui est réélu, qui est donc à nouveau à la tête de la Confédération pour 4 années. Patrick Fion, aujourd'hui, est-ce que les Africains peuvent se dire que le football est en train de connaître un essor véritable sur le plan continental? Un essor véritable, un essor véritable. Il faut dire que si on parle de compétitions à l'international, les compétitions auxquelles les pays africains sont sollicités, notamment la dernière Coupe du Monde, on a vu la belle prestation du Maroc, qui a pu, n'est-ce pas, c'était les quarts de finale, c'est ça? Les demi-finales, voilà. Les demi-finales. Et on a vu un assez bon groupe. Donc, c'est dire que à ce niveau-là, l'Afrique a pu marquer un coup. Et ce sont des actions qui influencent et qui impactent positivement le développement du football dans nos différents pays. Parce que les jeunes, à travers ce type de performance, rêvent aussi d'aller dans ce sens. C'est une bonne chose. Maintenant, au niveau je vais dire quoi, de la sollicitation de nos... Parce qu'il faut dire que le football, c'est aussi les habits, c'est plusieurs corps de métier. On a vu la participation de beaucoup plus d'Africains avec plus de responsabilités dans ces compétitions à l'international. C'est-à-dire que le niveau d'arbitrage également n'est pas à négliger. C'est appréciable. Concernant dans le sort de manière générale les performances des équipes en dehors de ce que le Maroc a produit comme spectacle, il faut dire que nous sommes toujours dans les mêmes soucis. Les pays africains, une fois arrivés en compétition internationale, semblent être frustrés parce que je sais pas, parce que quand vous avez une nation, un pays qui mène peut-être 2-0 ou bien 1-0, et il se fait rattraper, c'est toujours le même scénario. On peut se dire qu'il y a un problème de confiance. Pourquoi il y a un problème de confiance? Ça part de la base. Vous avez des enfants qui jouent 2 fois par semaine. Ils grandissent comme ça, ils se retrouvent dans des clubs, ils ont tout le talent nécessaire. Quand ils sont en club, au niveau professionnel, ils ont tout l'encadrement nécessaire qui leur permet d'être dans un groupe où leurs coéquipiers ont été bien formés et en ce mental-là les accompagne. Maintenant, quand ils reviennent en sélection, vous avez affaire à un groupe de jeunes qui manquent de confiance. Et donc, résultat de course, quand ils arrivent en compétition internationale, ils se sentent inférieurs aux autres. Il y a un téléspectateur qui pose la question, peut-être vous allez nous apporter les éléments de réponse. Bonsoir le présentateur, d'où devraient venir les moyens pour la formation des jeunes de la FIFA, de la Confédération africaine de football ou bien de l'État et cadre depuis une cause qui nous les moyens, les moyens de la formation des jeunes viennent de la FIFA. La FIFA s'occupe du football jeune. Permettez-moi, je veux dire que c'est une nation des 3 groupes. Voilà, conjointe. Même si la FIFA impulse la dynamique et apporte des moyens, ça n'empêche pas au gouvernement, à l'État du Cameroun, d'accompagner ces actions-là. Parce que, logiquement, si la FIFA le fait pour toutes les nations. Oui, tout à fait. C'est des projets. La FIFA le fait pour toutes les nations. Maintenant, la plus-value que nous pouvons rapporter, nous en tant que Camerounais, c'est que nous puissions apporter notre touche. C'est pour ça que je dis c'est une nation conjointe. FIFA, État et tout le reste. FECAFOOT et tout le reste. Parlons de... Donc, quand on parle de la FIFA, on parle de la FECAFOOT. Voilà. On parle de la FIFA, on parle de la FECAFOOT. C'est une association affiliée à la CAF et à la FIFA. Vous comprenez pas.
il y a toutefois que l'État va vous appuyer. L'État va toujours avoir un regard dessus. Vous comprenez un peu? Or, la FIFA, c'est ce que la FIFA refuse. Parce qu'il commence à avoir bras de fer. Lorsque l'État a un regard dessus. La FIFA prend donc en charge le financement du football jeune. Je vous parle parce que je sais de quoi je vous parle. Vous comprenez un peu? Mais l'argent que la FIFA envoie, enfin, les moyens que la FIFA octroie au football jeune viennent de la FIFA. Il n'y a rien à voir avec l'État du Cameroun là-dedans. Cependant, nous sommes au Cameroun quand même, nous sommes dans un État. La FIFA envoie donc ses moyens. L'État peut avoir un moyen de contrôle pour que ces moyens ne soient pas dilapidés. Ou bien alors orientés à d'autres choses. Je pense qu'à ce niveau, nous pouvons être d'accord. Mais pour répondre aux téléspectateurs, qu'il faut qu'ils sachent que les moyens du football jeune viennent de la FIFA. Je veux peut-être je n'ai pas connaissance de cette histoire. Bon, parlant de l'ANAFOOT, qui finance l'ANAFOOT? L'ANAFOOT est une structure d'État. C'est une structure d'État. N'est-ce pas? Même maintenant, quand on parle de football jeune, l'ANAFOOT vient comme vous voyez les brasseries venir. C'est comme ça que l'ANAFOOT vient. L'ANAFOOT n'est pas... Si l'État finance déjà l'ANAFOOT, l'État ne finance pas peut-être Diamant. L'État finance l'ANAFOOT qui est sa structure. C'est pour dire que... Et l'ANAFOOT ne représente pas l'équipe nationale. C'est pour dire de manière simple que, étant au Cameroun, vraiment évitons les conflits État, FECAFO ou bien FIFA. La FIFA finance, d'accord. Oui. Techniquement, c'est la FIFA qui finance. Oui. Mais je dis ce sont des actions conjointes parce que tôt ou tard, l'État aura regard sur ces activités. Alors nous sommes arrivés presque au terme de ce programme. Mais financièrement, c'est clair que c'est... Alors peut-être un dernier mot pour sortir définitivement de ce programme, puisqu'il est pratiquement 22h30. Nous sommes à 28. Alors un dernier mot pour sortir définitivement de ce programme. Mon dernier mot, c'est juste un petit truc, un petit mot sur ce qu'ils disent. La FIFA, la CAF, la FECAFOOT et l'État peuvent conjointement soutenir le football jeune. Parce que c'est ce football-là qui donne les résultats de demain. N'oublions pas quelque chose. Le football anglais aujourd'hui, c'est un business. Un grand business qui fait rentrer des impôts à l'État. Vous comprenez? Alors, c'est des choses où il faut investir. C'est déjà bien de créer la NAFOOT, qui a peut-être un stampant, mais maintenant, les autres, quand vous parlez tout de suite du financement du football, l'État finance même déjà le football au Cameroun. Quand vous voyez l'argent qu'on donne aux championnats professionnels, l'État le fait. Donc, l'État doit seulement aider de plus en plus, de manière à ce que nous puissions avoir un football business et que nous puissions avoir de meilleurs joueurs. Encadrer l'action. Voilà. Et qui peuvent apporter, parce que quand ces joueurs grandissent, ils vont dans des championnats beaucoup plus huppés, ils se font des moyens qui peuvent revenir localement, faire que le PIB de notre pays puisse augmenter. Alors, merci Bertrand Maniébé. Tu as bien fait de dire Maniébé. Parce que c'est quelque chose que je te reproche. À tout moment, je viens ici, tu dis Bertrand Mani. Non. C'est Bertrand Maniébé. Voilà. Parce que ma famille, c'est la famille Ébé. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, certainement, pour sortir un dernier petit mot. Oui, je dirais deux. Allez, allons-y. Le premier, c'est de poser une... Nous allons partir avec cette question. Vous avez entendu que l'État a donné quoi au football jeune? Nous allons partir avec cette question réfléchie. Peut-être qu'au téléphone, vous allez me donner la réponse. Le deuxième et le dernier, c'est que nous souhaitons que le président de la FECAFOOT, qui est allé à la CAF, puisse vraiment user de tous ses moyens et de son carnet d'adresses pour que nous ayons des retours dans notre pays, le Cameroun, de par sa position au COMEX à la CAF. Merci Patrick d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Certainement, prochainement, vous allez revenir avec plus d'arguments afin de permettre à nos téléspectateurs d'être en connexion avec vous. Nous allons d'ailleurs liquider ce dernier message de Joseph de Tropicana qui dit bonsoir. Où sont passées les retombées de la CAN et de la Coupe du Monde? C'est toujours une interrogation. Alors, mesdames et messieurs, c'est sur cette
Information que nous allons refermer ce programme ce soir. Nous sommes bel et bien le jeudi 13 mars de l'an de grâce 2025. Derrière les caméras, c'était notre ami Ismaël qui officiait de ce côté-là. La diffusion est celle de notre ami Célestin Tomo, assisté à la réalisation de notre ami le seul blanc qui reste. C'est le seul blanc qui reste quand les autres partiront. Il s'agit de Jacques Bitié-Biam, le REC. Le rédacteur en chef a également participé à la production de ce programme. Géraldo Amaraki, nous disons bonsoir ce soir, sans oublier le grand patron de la maison, de la structure, Dieudonné Mvangbalam, qui nous délivre à chaque fois l'autorisation d'être en connexion avec vous à travers ce programme Affiche-Sport. Je vais également profiter au passage de remercier tous ceux qui nous ont accompagnés. Patrick Fion, nous avions sur ce plateau également Bertrand Mani Ebe, sans oublier Sa Majesté Vincent Ongandji qui était des nôtres ce soir. Mesdames et messieurs, je suis votre humble serviteur. On se donne rendez-vous jeudi prochain quand ce sera exactement 21h. D'ici à là, sportez-vous bien. Bye bye.